Bienvenue à tous dans ce webinaire. Alors, c'est même pas un webinaire en fait, c'est plutôt une petite réunion, là, un petit call à 4 personnes. Ici Julien Maurice, l'animateur de la cartographie. Et je suis accompagné, comme vous le voyez, par 3 personnes. Alors, je précise que j'ai l'habitude, dans les webinaires carto, à la fois de proposer la version audio et la version vidéo. Alors, ceux qui écouteront la version vidéo, audio, je vous conseille quand même de plutôt le regarder peut-être sur YouTube parce qu'il y aura des choses assez visuelles pendant ce webinaire. Et donc, alors juste pour présenter, avant de présenter un peu le sujet de l'intervention, je voulais donc présenter déjà toutes les personnes qui sont avec moi. Donc, ce sont des personnes d'IMT Lille Douai, finalement. Et je suis donc accompagné par Gaël Guigon, qui est ingénieur pédagogique et je dirais même almost PhD, d'après les rumeurs. Donc, bonjour Gaël. Bonjour. Il y a également avec nous donc Christophe Galliana, qui est technicien audiovisuel. Alors j'ai peut-être écorché ton nom d'ailleurs, Christophe, non? C'est plutôt Juliana, oui. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est pas grave. J'avais un doute en le prononçant. Je me suis dit, ok. Alors donc Christophe, bienvenue. Bonjour à toi. Merci. Et puis également Frédéric Sion, qui quant à lui est donc technicien audiovisuel. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Et en fait, alors, je vais expliquer un peu l'historique aussi de pourquoi est-ce qu'on se voit là. C'est qu'on avait fait une réunion finalement dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Ravi à IMT Atlantique, qui s'intéresse à tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. dans la pédagogie. Et finalement, ce que vous avez présenté, c'était super passionnant, super intéressant. Moi, j'étais vraiment bluffé parce que vous avez donc présenté on va dire un jeu que vous avez créé, qui est encore une version bêta, qui articule à la fois la réalité virtuelle et des images 360. En gros, voilà. Et donc, je me suis dit, ce serait super qu'on puisse en faire profiter aussi la communauté de la cartographie des talents. Et en même temps, ça vous permet également de communiquer aussi sur ce projet super intéressant. Alors, ce que je vous propose par rapport à l'organisation un peu de ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être échanger un petit peu déjà sur on va dire, le pourquoi du projet, on va dire, d'historique du projet. Et puis après, Christophe, tu nous feras une démo aussi vraiment du jeu en tant que tel. Ouais. Vous allez voir, vraiment pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est vraiment super impressionnant. Enfin, moi, j'étais vraiment... vraiment bluffé, je l'avais dit d'ailleurs à la dernière réunion. Donc voilà, je suis très content de pouvoir présenter ça aussi, de pouvoir communiquer sur votre projet. Alors, pour commencer déjà, Gaël, peut-être une question pour toi. Peut-être la jeunesse du projet un petit peu, d'où c'est parti, de quels besoins, etc. Oui. C'est un enseignant de mécanique des fluides, Jean-Luc Wojtkiewicz, avec qui on a l'habitude de travailler au PolyRP, l'innovation pédagogique de l'école. On a déjà créé un jeu sérieux avec lui, basique, informatique, plutôt du style point and click, assez simple. Mais là, il voulait aller encore plus loin, mettre un petit peu d'intelligence artificielle, etc. Et vraiment se démarquer, par exemple en utilisant la réalité virtuelle. Mmh. Donc, comme pour le jeu précédent, lui, il arrive plutôt avec le contenu. Il dit, voilà, moi j'ai des études de cas et j'aimerais bien qu'on les voit en réel. Donc, aller sur un barrage hydroélectrique et avoir vraiment les vues sur place comme si on y était. Donc, on est parti en tournage là-bas. On a fait pas mal de photos, de vidéos 360, donc au barrage, dans les usines, etc., des alentours, pour vraiment correspondre à tous les problèmes de son cours. À la base, avec le projet Ravi, on a eu une formation et on était parti plutôt sur le logiciel pour utiliser Wanda VR. Donc plutôt facile à prendre en main, où on va pouvoir se balader d'une scène à l'autre, avoir un score, etc. Effectivement, pour information, pour les personnes qui écoutent, c'est vrai que Vondaver est une solution SaaS, finalement, qui va permettre en ligne comme ça de créer des expériences
en réalité virtuelle ou en tout cas en image 360 degrés assez facilement. On avait tendance à le décrire comme étant le PowerPoint quelque part de la VR, hein, Gaël, c'est ce qu'on disait, dans la mesure où c'est vraiment facile à prendre en main, avec peut-être quand même quelques limitations techniques, hein, mais tu vas sans doute en parler. Ouais. Voilà. Donc on a présenté à l'enseignant le résultat sous Manda VR. Et bah là, il a dit, ah ouais, mais j'aimerais bien pouvoir manipuler des vannes, j'aimerais bien qu'il y ait un score pour donner ça, et puis qu'il puisse y avoir plusieurs options, et pour ceci, et pour cela. Et là, on s'est assez vite senti limité par le logiciel. Euh, et donc, c'est là qu'a intervenu Christophe, parce que lui, il était intéressé justement par tout ce qui était VR, etc. Et il voulait se former justement donc soit à Unreal, soit à Unity. Donc il a un petit peu fait des recherches entre les deux et il a vu qu'il y avait pas mal d'aide de la communauté pour Unity. Donc il s'est plutôt penché sur ce logiciel-là et donc il s'est auto-formé pour créer ce projet. D'accord. Donc en gros, si je résume bien, voilà, vous aviez présenté un proto assez simple à mon enseignant. Lui, il voulait un peu, comme on dit, que la solution soit vraiment super interactive, etc. Voilà. Vous, au lieu de lui dire, comme moi j'aurais dit, bah écoute, ça va être tendu, tu feras avec. Voilà, parce que, entre guillemets, je résume parce que j'aurais pas du tout pu faire ce que vous avez fait. Vous êtes dit, eh ben non, on va l'écouter, on va le challenger et on va complètement répondre à son besoin. Et vous avez vraiment donc essayé de construire avec lui un peu la solution de ses rêves, je dirais. En explorant même, bah, du coup, on va en parler après avec Christophe, les capacités avec des outils de création de jeux vidéo, finalement, en quelque sorte, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que là, on dépasse, je dirais, c'est pour ça que je parlais pour moi, on dépasse des compétences, je dirais, d'un ingénieur pédagogique lambda et on arrive vraiment là sur du développement. Et c'est ça qui est assez fascinant aussi dans votre projet. Ok, donc du coup, alors, est-ce que tu voulais ajouter des choses, Gaël, par rapport à cette présentation globale, ou est-ce que éventuellement on pouvait peut-être passer à une démonstration peut-être de ce que vous avez réalisé? Je pense qu'il faut peut-être parler d'abord peut-être de comment ça va se dérouler le jeu avant de vraiment montrer l'application en tant que telle. Donc, quand il sera utilisé en classe, il sera utilisé par groupe de 4 étudiants. Donc, dans ces 4 étudiants, il y en a un seul qui aura le casque et les 3 autres auront un ordinateur avec une interface créée avec Scénarii Topaz, donc le logiciel qu'on utilisait précédemment pour faire nos jeux sérieux. Et en fait, il va y avoir des interactions continues entre les deux. Donc, sachant qu'il y a 4 niveaux dans le jeu, et comme ils sont 4 étudiants, à chaque niveau, ils vont tourner pour avoir le casque. Comme ça, personne ne sera lésé. Ça marche. Alors du coup, ça effectivement, c'est intéressant effectivement d'en parler au-delà de l'aspect technique et de l'aspect du jeu, c'est comment faire travailler ensemble les étudiants, comment les faire collaborer éventuellement. Et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu. Je ne crois pas qu'on rediffuse ce qui se passe sur le casque, mais ça pourrait éventuellement être une idée également que les autres puissent voir un peu ce qui se passe. C'est ça, hein. Tout à fait. Voilà, justement, on va faire des tests très prochainement pour voir quelle est la meilleure solution. Est-ce que les 3 autres vont voir ou pas le résultat? Donc, on le saura dans les prochaines semaines. Ouais, tout à fait. Alors, on étudie la question de près. Et donc, juste pour dire pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le casque aussi. Alors déjà, parce qu'on n'a pas énormément de casques pour tout le monde, mais aussi, élément très important, dans ce cours de mécanique des fluides, il y a besoin de faire beaucoup de calculs. Et quand on a un casque de réalité virtuelle sur les yeux, on ne peut pas faire des calculs en même temps. Et on ne voulait pas rompre l'immersion de toujours enlever le casque pour faire des calculs et remettre le casque. Donc c'est pour ça, dès qu'il y aura des énoncés, il va donner un code correspondant à l'énoncé à ses collègues sur table. Et eux, ils vont rentrer le code dans l'application de leur ordinateur et ils vont pouvoir faire les calculs et répondre et donner la réponse à celui qui a le casque. D'accord, c'est un peu comme dans les films où il y a l'agent qui est sur le terrain et puis les autres qui vont l'aider à distance. Oui, c'est ça. Les calculs, donc c'est totalement ça, voilà. Ça immerge encore un petit peu dans effectivement un peu la gamification et ça met dans le rôle quelque part de quelqu'un sur le terrain avec l'équipe support entre guillemets à l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. Ok, super. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter par rapport à cela, Gaël ?
Je pense que c'est bon. Super, je pense qu'on a fait Ouais. un bon teaser déjà hein, pour les personnes qui regardent les vidéos. Donc, Christophe, alors n'hésite pas, hein, Frédéric, d'ailleurs, si tu voulais intervenir également. Christophe, peut-être que tu peux nous faire la démo éventuellement de. Ouais, je peux lancer la démo tout de suite si Super, vous voulez. parfait. Alors, suite à un petit problème technique, je vais prêter donc ma voix à Christophe bien, pour vous présenter le jeu finalement. Donc on va simplement ici regarder une vidéo qui dure une dizaine de minutes, mais c'est vraiment le cœur de la présentation, donc c'est important. On va peut-être pas la regarder complètement en entier, mais en tous les cas je vais un petit peu décrire en même temps ce qu'on voit sur l'écran au fur et à mesure, et vous expliquer un peu le principe donc de ce jeu, mais c'est vraiment important que vous voyez concrètement bien, ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti, je vais mettre lecture et on va commencer tout cela ensemble. Alors comme vous le voyez ici, bien on est téléporté, je dirais, dans une espèce de vortex, hein, c'est dans le futur comme vous allez le voir. Et on est vraiment dans un environnement modélisé, hein. Comme on le voit, il y a dans le fond bien, une vidéo qui démarre, hein, qui va présenter un petit peu l'objectif de l'exercice aux apprenants. Donc on imagine bien sûr que l'apprenant a un casque, que les étudiants ont un casque de réalité virtuelle, ils peuvent vraiment tourner la tête, etc. C'est vraiment un environnement totalement en réalité virtuelle. Les différentes portes sont pour la plupart fermées. Et il y en a une qui va s'ouvrir, donc une fois qu'on aura écouté bien, la mission qui va être la nôtre. Où vous aurez toutes les instructions pour naviguer dans cet espace. Voilà, donc la porte s'est ouverte, on arrive maintenant dans un nouvel environnement et on nous informe là qu'on doit porter une montre, donc on s'approche tout simplement et vous allez voir c'est assez impressionnant, hop, on a maintenant au poignet une montre qui va nous accompagner pendant tout le jeu et là par exemple on peut appuyer tout, vous voyez sur un bouton, on va pouvoir avoir un inventaire hein, si on le souhaite, on verra plus tard un petit peu à quoi ça sert. On aura également donc ici des tutoriels, hein, simplement, hein, ça parle un peu de soi. Et également sur l'autre fonctionnalité, on a des indices. On va le voir hein, par la suite à quoi tout cela va nous servir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette montre, on va pouvoir récupérer des objets hein, dans le jeu et donc les ajouter directement dans la montre. Et elles vont se retrouver donc dans l'inventaire, hein, forcément qu'on a vu donc précédemment. Ensuite, on arrive dans une autre pièce qui est très importante. Quand la montre s'allume et qu'il y a un petit bouton vert, c'est qu'on va avoir des consignes. Donc alors ça, on va le voir, on le voit ici, on le verra également plus tard. Donc là, par exemple, on nous demande parce qu'on va travailler en fait dans un barrage. Enfin, on va aller voir un barrage après, et on doit situer ce barrage. Et ici, de manière interactive, on va pouvoir toucher sur la carte la Suisse, puisque c'est là que ce barrage se trouve. Et voilà, donc qui permet effectivement d'avoir un feedback. Voilà, donc maintenant, on va s'orienter vers un téléporteur hein, pour aller directement, vous allez voir, c'est très impressionnant, dans quelques années en avant, on va dire, dans notre contemporanéité, et directement, comme vous allez le voir, en image 360. Donc ça qui est très intéressant, c'est qu'on articule vraiment la réalité virtuelle modélisée hein, et puis les images 360 qui ont été prises donc par l'équipe donc de l'île Douai. Et là ça fonctionne un petit peu comme Google Maps hein, on va simplement vous voyez un ice tracker, on voit un petit pointeur pour pouvoir avancer sur la carte, etc. Donc là vous voyez la montre a sonné, bouton vert, hop, on a à nouveau une consigne. Voilà, donc dans l'idée ici, la personne qui a le casque va donner l'information aux autres personnes qui n'ont pas le casque, hein, aux autres étudiants, et va leur dire voilà, il y a le code CONT que vous allez devoir rentrer dans une autre application hein, qu'ils auront sur Scenaration, et les étudiants vont devoir trouver la bonne réponse et le transmettre ensuite à la personne qui a le casque. C'est un peu l'idée, hein, comme on disait précédemment, d'avoir une équipe externe qui va répondre aux questions.
Voilà, comme ça, au fur et à mesure, eh bien, la personne qui est dans le monde virtuel quelque part va faire travailler ses collègues et puis eux, ils vont eh bien, trouver les bonnes réponses, lui transmettre les bonnes réponses et l'aventure va pouvoir continuer de cette manière. Là, ici, c'était une carte là qu'on vient juste de voir, hein, donc on peut comme ça être téléporté d'un endroit à l'autre du barrage de manière assez facile, assez ergonomique. Et là, il y a également des indices qu'on va pouvoir retrouver. Hein. Par exemple, ici, on a un panneau avec, vous voyez, un indice qui va également permettre d'ajouter de nouvelles informations et de motiver finalement les apprenants. Donc là, à chaque fois on avance, vous voyez, de cette manière avec le eye tracking ici. Hop, ici on arrive dans un ascenseur. Enfin, c'est simplement voilà l'équipe qui était en train de faire des photos. Ici, donc, on se retrouve sur une plateforme. Voilà, on va pouvoir se naviguer comme ça tranquillement dans le site et découvrir vraiment le barrage dans ses moindres détails. Et à chaque fois, eh bien, quand on a la petite sonnerie, eh bien, c'est qu'on doit réaliser quelque chose, on doit appuyer sur un bouton pour avoir des explications sur l'exercice à réaliser. Et là, on va donc vers l'héliport directement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on va au centre de commande. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, c'est comme si on y était. Et là, à chaque fois, on voit les différents éléments interactifs. Un nouvel énoncé, hop, c'est parti. On va faire travailler son groupe. Trouvez les stations des pompages sur le plan et repérer leurs caractéristiques. Alors ici, par exemple, ça se fait directement dans le monde virtuel. On doit retrouver toutes les stations de pompage. Donc avec le eye tracking, on se positionne dessus et ça valide les différentes stations ici sur le plan. Hop, on retourne à l'héliport. Et ici, vous voyez dans le réalisme, hein, il y a une voiture qui nous permet d'aller dans un autre lieu, hein, finalement. Un petit peu comme comme dans un jeu, hein, si on veut. Et là, eh bien, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également avoir des vidéos. Ici, il y a une vidéo ici en 360 degrés. Donc c'est vraiment assez intéressant, assez interactif pour le coup. On voit vraiment, on a une sensation on voit le courant, etc. Donc ça, c'est vraiment très pédagogique. Ici, on arrive dans un autre complexe. Toujours pareil, dès que la montre sonne, eh bien, on doit cliquer sur le bouton vert. Transmettez le code PUI à vos collègues. Transmettez le code PUI à vos associés. Donc encore une fois, il y a vraiment ce travail d'équipe, hein, qui a vraiment été pensé pédagogiquement pour que la personne ne soit pas seule quelque part à réaliser cet exercice, mais c'est bien un travail collaboratif. Donc là, on retrouve la carte, hein, la carte interactive, et là, on va au barrage à nouveau. Et là, et puis on peut revenir via un bouton, eh bien, au monde, dans son vaisseau spatial, entre guillemets, dans le futur, donc dans l'environnement modélisé complètement. Et là, vous voyez, il y a des espèces de tiroirs. On voit qu'il y a un tiroir qui est bleu, donc c'est-à-dire qu'on a donné une réponse adaptée, finalement, le groupe a réussi à trouver. Donc, ce qui permet eh bien, de récupérer ici, on voit le barrage, hein, finalement, une photo d'un barrage. Ensuite, on va pouvoir glisser cela dans une machine qui va permettre eh bien, de créer physiquement, je dirais, de modéliser, hein, en fin de compte, ce barrage. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est vraiment pour le coup très, très bien pensé, c'est qu'on va pouvoir ensuite, quand vous allez voir, l'analyser. Ici, c'est un scanner finalement. Et on va avoir d'autres informations. Dépendent essentiellement du site sur lequel ils sont implantés. Le barrage voûte est en maçonnerie ou en béton. Plus mince que les autres, il résiste à la poussée de l'eau en s'arc-boutant sur les rives. Et ensuite, eh bien, on peut même, vous voyez, on peut le peser. Donc là, c'est une balance. On sait que maintenant, il fait 350 000 kilos. Alors par rapport aux objets qu'on a récupérés également, on va pouvoir les récupérer de son inventaire et on pourra les exposer éventuellement sur des étagères. Alors là, c'est un exemple avec R2D2, mais on pourra imaginer, voilà, récupérer comme ça plusieurs artefacts, entre guillemets, plusieurs objets, hein, dans l'aventure. Alors ici, c'est l'interface justement que les personnes, que les collègues vont utiliser. Donc voilà, c'est tout simplement un site, hein, c'est un module finalement, dans lequel on va pouvoir noter des codes, etc. pour passer aux étapes suivantes. Donc il y a toute cette partie qui n'est pas finalement dans la partie réalité virtuelle.
Ici, on imagine qu'on lui a donné un code, c'est pas le bon. Voilà, donc c'est code faux. Et puis voilà, donc c'est simplement pour une petite démo. Voilà pour la présentation. Alors j'espère ne rien avoir oublié, Christophe, peut-être le présenter un petit peu plus dans le détail. En tous les cas, voilà pour cette présentation très impressionnante, comme vous le voyez, de cet outil. Et on va tout de suite revenir dans la discussion pour terminer ce petit webinaire A4. Voilà. Parfait. Et justement, moi, ce qui m'avait vraiment bluffé aussi, c'est que je me suis dit, là, il y a l'univers en 3 dimensions. Après, on va aller sur les images 360. Et en fait, la montre est toujours là, quoi. C'est ça qui est super intéressant. C'est ça, voilà. On articule les 2 mondes. Alors, techniquement, comment ça se passe, en fait? Tout se fait depuis le logiciel que tu as utilisé ou Alors oui, tout se fait avec Unity. Donc Unity d'origine c'est vraiment un logiciel complet, hein. C'est un logiciel qui est utilisé pour faire tout ce qui est jeux vidéo, hein. Donc on a vraiment une marge de manœuvre assez énorme, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. La seule limite, je dirais, c'est nous, hein. C'est que moi par exemple j'ai découvert Unity en même temps que ce projet, hein. Donc je me suis auto-formé en même temps que j'ai avancé sur le projet. Donc c'est sûr que on a su faire pas mal de choses, mais je vous avouerai que d'origine, moi, mes compétences n'étaient pas du tout dans la programmation. Donc j'ai été aidé à un moment donné par un stagiaire. On a eu recours à un stagiaire pendant 4 mois, je pense, 4 ou 6 mois, je ne sais plus exactement. Ouais, je crois. Et qui a pu, d'origine, était là plus pour m'aider sur tout ce qui était visuel, parce qu'il y a tout un calcul des textures, de la colorisation, de la lumière. Mais en même temps, il était assez doué en programmation, ce qui fait qu'en travaillant avec lui, j'ai pu vachement évoluer et pouvoir vous proposer ce que là j'ai fait grâce à lui aussi. Super. Sachant qu'il y a encore des choses sur lesquelles je suis bloqué, mais qu'on risque de débloquer assez rapidement, parce que là, on va peut-être aussi recruter un autre stagiaire, mais cette fois-ci spécifiquement pour la programmation, pour tout ce qui est sauvegarde automatique, parce qu'il faut qu'on puisse arrêter l'application, et quand on reprend l'application, on revient au même endroit. Donc ça, c'est aussi des choses qui se programment sur le logiciel. Mais à la différence d'Unreal, par exemple, où on peut savoir utiliser le logiciel même si on ne sait pas programmer, Unity, il faut avoir quand même il faut savoir programmer, il faut pouvoir entrer dans le code. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu plus compliqué qu'Unreal. Mais si je me suis orienté là-dessus, c'est parce que d'origine, comme je ne savais pas sur lesquels partir, j'ai testé les deux. Et j'ai trouvé plus facilement et plus rapidement des tutos qui expliquaient comment faire en VR, parce que nous, d'origine, ce qu'on voulait, c'était vraiment le faire en VR, c'était pas le faire en 3D classique. Et donc, c'est pour ça que je me suis orienté sur celui-ci, sachant qu'Unity, la communauté française est beaucoup plus grosse que sur Unreal, qui, lui, est pratiquement qu'américain. Donc, j'ai aussi des petites failles sur le langage anglais. Je suis nul en anglais. De ce fait-là, ça m'a aussi un peu contraint à partir sur Unity. Et bon, je ne regrette pas, mais par la suite, peut-être voir après si on ne basculerait pas sur Unreal, c'est possible, hein, on verra par la suite. Super intéressant. J'avais quand même des questions également pour Frédéric, peut-être que ça peut être intéressé aussi sur la partie captation, parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'images, de photos, etc. Frédéric, peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous avez utilisé sur place, je dirais, parce qu'il y a la partie où on a vu programmation du jeu, etc. Mais il y avait avant tout le matériel finalement pédagogique que vous avez capturé. Alors, est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Alors pour tout ce qui est 360, on a 2 types de caméras. On a une petite caméra One X que tu connais bien. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est très transportable, elle est très nomade. On en avait une deuxième qui était un peu plus perfectionnée et un peu plus, comment on va dire, captation de meilleure qualité, en 8K déjà, pour vous dire. Ça, par contre, on s'en est servi, alors un peu plus lourde, mais on s'en est servi pour des captations très précises, tout ce qui était sur le barrage par exemple, on a utilisé cette caméra-là à certains endroits à l'intérieur de bureaux de contrôle aussi pour avoir des détails très, très précis. Et évidemment après dans d'autres endroits où c'était un peu plus étroit, on a utilisé la plus petite. Donc ça c'était surtout les 2
principale caméra qu'on avait. Après, on avait des drones aussi. Donc, on a fait quelques plans de drones au-dessus du barrage. Ça s'est fait en 2 ans, hein, parce qu'on avait été déjà une première fois avec Gaël et puis Jean-Luc faire plusieurs prises de vue aussi en 360, mais on n'avait pas encore la plus complète caméra 360. On l'a eu la deuxième année. Et ouais, donc c'était ça. C'était surtout des plans 360, des plans drone. Et c'est surtout ça qu'on a utilisé pour ce genre de plan, quoi. D'accord, très bien. Et je voulais savoir, du coup, pour revenir, parce que par rapport à 360 et comment dire, c'est pas Unreal, c'est comment il s'appelle le logiciel Unity. Finalement, il y a quelque chose que je trouve super intéressant, c'est le Ice Tracker en fait pour se déplacer. Est-ce que pour faire simplement une petite balade ultra simple, on va dire, comme ça sur Unity avec des captures 360, là pour le coup c'est assez facile ou est-ce que ça demande aussi des compétences assez importantes? Disons que maintenant que c'est fait, c'est facile. Je veux dire, sur Unity, ça fonctionne un peu comme c'est des fonctions à créer. Une fois qu'on a les fonctions, après, c'est du glisser-déposer. Mais il faut avoir créé ces fonctions. Là, actuellement, comme elles sont faites, ces fonctions pour la navigation dans la 360, si maintenant j'ai un autre projet où je dois utiliser ce genre de choses, ça va aller très vite parce que j'ai déjà la fonction. Mais d'origine, par défaut, avec Unity, il n'y a absolument rien. Donc, il faut vraiment créer de toutes pièces chaque fonctionnalité. Non, parce que je pensais, tu vois, à des visites d'établissements en 360, des visites d'école, des choses, même sans forcément rentrer dans la 3 dimensions, dans la réalisation de jeux vidéo comme tu l'as fait, peut-être qu'en restant sur de l'image 360, ça peut être intéressant également d'utiliser Unity, mais c'est une question que je me posais. Hein. Je pense que c'est quand même plus simple d'utiliser Vonda, c'est uniquement pour la vidéo 360. C'est plus rapide et en même temps, on a besoin de moins de programmation par derrière. Sinon, après, si on a déjà développé, comme nous actuellement, on a déjà développé la navigation, on pourrait passer là-dessus sans pour autant perdre trop de temps. Mais si on démarre de zéro vraiment, je conseille Vonda. Il n'y a pas de plus-value. Ouais. Moi, alors, je vais vous présenter d'ailleurs Sphère bientôt également, qui est sympa aussi, mais voilà, un des 2 logiciels vraiment dédiés à ça pour le coup. Ok, ça marche. Très bien. J'ai vu que tu utilisais également des objets 3D, donc j'imagine que c'est des bibliothèques que tu utilises, que tu trouves comme ça sur le web. Est-ce que tu peux maqueter d'autres objets? pour la démo, oui. C'était des objets qui étaient pris sur le net. Ouais. Par contre, pour tout ce qui est dans la vraie application qu'on est en train de développer, on redéveloppe tout et on remodélise tout. Donc, pour la modélisation, on a 2 types d'outils. Alors, si c'est des objets assez sommaires, je dirais, assez simples, on utilise SketchUp. Qui nous permet d'avoir des formes assez primitives, assez faciles à faire. Quand on veut rentrer un peu plus dans le détail, par exemple, là, Fred a dû modéliser une turbine. La turbine, elle a des formes beaucoup plus arrondies, des choses un peu plus complexes. SketchUp, ça, c'est pas gérable avec SketchUp. Et donc là, par contre, il part sur un autre logiciel qui est Blender. C'est un logiciel gratuit, Blender 3D. Qui permet de faire ça. Mais ça, je peux laisser peut-être la parole à Fred, qui, lui, a déjà commencé à modéliser avec Blender. Oui, non, c'est un logiciel qui est, comme disait Christophe, qui est un peu plus complet que SketchUp, parce que c'est vrai qu'il y a certaines pièces qui ne sont pas du tout géométriques, triangulaires, tout ça. Donc, quand les arrondis sont très bien faits, on peut bien affiner, la texture est pas mal non plus. Pour poser dessus, là, je suis en train de me casser la tête à essayer de faire un journal tout bête, hein, mais comme pas plat, légèrement ondulé, tout ça. Donc déjà, sur SketchUp, par exemple, c'est pas possible. Donc ce genre de choses texturées, une chose comme ça, c'est pas possible. Mettre une image sur un objet qui a une forme un peu bizarroïde, on est obligé d'utiliser un autre type de logiciel qui est Blender, oui, effectivement. Blender est un logiciel payant ou c'est une version gratuite également? Non, Blender c'est gratuit. Blender est gratuit. Okay, tout comme Unity, hein, d'ailleurs. Unity ou Unreal sont des logiciels gratuits, sous réserve de ne pas faire du chiffre d'affaires avec. Donc, en gros, ça fonctionne sur le principe, ils nous laissent les droits de l'utiliser. Si on développe un jeu ou une application qu'on va vendre, après, ils prennent un pourcentage sur les ventes qu'on a faites. Là, pour l'instant, on travaille uniquement sur une maquette, donc pour l'instant, il n'y a rien à payer. Et par la suite, ça va être regardé uniquement dans les écoles. Donc, au final, on ne devra rien. C'est super intéressant pour information pour les personnes qui écoutent aussi et qui sont souvent dans l'enseignement supérieur notamment. Et effectivement, c'est bien de savoir que
Ouais, financièrement parlant, c'est pas je dirais que le coût, quelque part, il est plutôt dans la montée en compétences. Et puis, le fait d'avoir des personnes, justement, qui aient des appétences là-dedans dans les équipes. En tout cas, c'est super impressionnant. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez vraiment travaillé en mode projet, parce que chacun, on voit que Gaël, c'est l'aspect pédagogique, etc., technique aussi. Hein. Je te connais, Gaël, je sais que tu mets les mains dans le cambouis aussi. Hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment un projet assez global. Et je voulais savoir, parce qu'il y a l'enseignant également qui rentre dans le cadre de ce projet-là, est-ce que vous avez fait avec lui, je sais pas, vous avez travaillé avec des storyboards en termes de gestion de projet? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui voudraient faire ce genre de choses? Ou est-ce que c'est un peu freestyle, on y va, ou c'est un peu ça ma question? Vas-y, Gaël. Non, donc on a bien fait les choses avec des storyboards, etc. Donc là, par exemple, j'ai créé un très grand poster pour Christophe avec les photos 360 de chaque lieu reliées en disant bah, si on clique là, on va, si on arrive là, bah, on regarde à tel endroit, il y a telle question qui va apparaître, etc. Ça pour chaque niveau. Donc ça a été réfléchi avec l'enseignant de savoir quelle notion de cours était associée à quelle image 360. Parce que quand on parle des coups de bélier, etc., bah, voilà, c'est dans un lieu particulier que ça peut arriver. Donc ça, tout est vu en amont avec lui. Donc même avant de partir sur place, il nous dit, bah, voilà, je vais avoir un problème de ça, enfin, sur tel thème, tel thème. Et on dit, OK, bah alors, qu'est-ce qu'il faut visiter comme lieu pour pouvoir traiter ce thème-là? Et ensuite, bah, voilà, on demande aux personnes, donc voilà, on a eu vraiment la collaboration du barrage de la Grande Dixence en Suisse, qui ont vraiment été vraiment très gentils, très accueillants avec nous. Ils nous ont ouvert les bras. Vraiment, c'était vraiment très, très sympa de leur part de nous accueillir comme ça. Et donc voilà, on leur dit, bah, on a besoin d'aller là. Est-ce que c'est possible? Et donc, ils nous organisent que telle personne nous accueille à tel moment pour qu'on puisse tourner en toute sécurité là-bas. Donc, pareil, on a les casques, tout ce qu'il faut pour être en toute sécurité là-bas. Ok, super intéressant. Mais c'est vrai que du coup, ce qu'il faut bien comprendre aussi, mais je pense que les personnes qui écoutent l'auront bien compris, c'est que c'est un projet quand même assez ambitieux, très ambitieux même. Et en termes de coût complet, je pense que c'est un projet qui est assez important en termes de si on calculait tout bout à bout. Mais ce que je voulais savoir également, et ce sera peut-être ma dernière question, est-ce que du coup, ce que vous avez créé quelque part, ça pourrait servir aussi de maquette? On va dire, de coquille quelque part pour peut-être d'autres projets qui seraient peut-être plus rapides du coup à implémenter. Alors, oui, tout à fait. Je pense que Christophe va vouloir rebondir dessus, mais Gaël, pour commencer. Je dirais que oui, on a essayé de faire des décors qui sont assez, je dirais, génériques. Sans vraiment être typé mécanique des fluides ce qui fait que après par la suite on peut envisager mettre d'autres cours même par exemple des langues hein. On pourrait imaginer que quand on rentre dans le téléporteur on se retrouve téléporté en Angleterre, à Londres ou n'importe quoi et pouvoir avoir une interaction avec des personnages. Ouais, on a vraiment pensé ça comme une coquille, comme tu l'as dit, hein, qui permettrait après d'intégrer différentes ressources. Les fonctionnalités, on les garde, on les a créées et elles sont après ajustables comme on le veut. On peut créer d'autres fonctions par la suite si ça se prête pour tel ou tel cours. C'est possible. Ok, parfait. Et comme vous le disiez aussi, là aujourd'hui, ça s'utilise plutôt avec un casque, on va dire, comme vous l'avez imaginé, mais peut-être qu'également ce sera directement sur un ordinateur classique 2D, quoi, pour le coup. On y réfléchit aussi parce que voilà, apparemment, ça va être aussi présenté avec un MOOC. Et donc là, c'est sûr que si c'est avec un MOOC, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un casque. Donc là, il y a une phase de transformation de ce qui est en VR en 3D à plat, je dirais 3D sur un PC. Ça s'appelle un portage et on a déjà expérimenté justement avec notre stagiaire qui nous a fait une petite démonstration de comment on pouvait transformer ça. Donc c'est jouable, c'est faisable, c'est envisageable. Ça sera sans doute à la fin du projet. Là, on se concentre uniquement sur la VR pour finaliser ces 4 niveaux.
Et une fois que les 4 niveaux seront faits, oui, je pense qu'il faudra compter peut-être 1 ou 2 mois de plus pour tout transformer en version à plat, sachant que il y a des choses qui vont changer parce que l'interaction avec la montre ou saisir les objets, ça fonctionne plus de la même façon. Donc, c'est plus là-dedans où il y aura vraiment du travail. Effectivement. Et toute dernière question, parce que je suis très curieux, est-ce qu'il y aura également de la recherche qui sera faite par rapport à ce projet-là? Peut-être plutôt pour Gaël, cette question-là, est-ce que c'est prévu ou pas? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, donc, je vais bientôt commencer une thèse qui va porter sur les jeux sérieux, multijoueurs et multirôles. Donc, ce jeu s'y porte très bien. Et donc, il y a notre collègue Mathieu Vermeulen qui est aussi dans le projet et qui est pas mal axé recherche, qui va sûrement aussi creuser le sujet et trouver des choses intéressantes à publier. Bon, bah, génial. C'est vrai qu'autant faire d'une pierre plusieurs coups, comme on dit. Parfait. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir vous avoir tous les trois pour rentrer encore plus dans le détail. Je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres choses à ajouter qu'on aurait oublié ou pas forcément, comme vous voulez. Je pense que c'est bon. On a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je remercie également au passage tous les collègues du projet Ravi aussi qui contribuent. Vraiment, on monte en compétences un peu tous ensemble là-dessus, notamment Angelo Montani qui est coordinateur de transformation éducative. Il y a Laura Luche également qui coordonne également toutes ces actions-là au niveau de la réalité virtuelle. Et puis Michel Simatic qui a fait beaucoup également pour ce projet-là et je les remercie donc au passage. En tout cas, j'essaierai de mettre quelques liens peut-être avec tout ce qu'on a pu se dire parce que c'est quand même ultra complet. Je me mets à la place peut-être de personnes qui sont peut-être moins techno. Il y a quand même tout un ensemble de logiciels super impressionnants. On a parlé de logiciels pour les images, 360 de logiciels qui permettent de modéliser. On a parlé d'Unity, on a parlé de Blender. Voilà, donc il y a quand même tout un package de choses à connaître. Ce sera intéressant. Je vais peut-être essayer de lister deux, trois petites choses pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis voilà, encore merci pour votre présentation, votre participation. Et puis à très très bientôt. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous réinterviewer pendant la version finale, peut-être pour la version finale du jeu. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt du coup à tous. Et voilà, excellente journée à tous. Merci à vous, bonne journée.